Écrit par TSR Clove, de la République à l'ordre. Chapitre 7. La chasse aux sphères. L'annonce du Clove ne laissa pas le groupe sans voix. « Comment ça? Il contrôle les robots ?» demanda Sudok. « Grâce à son énergie, il contrôle son environnement » rétorqua Dorga. Alors que Tarwin s'approchait, le groupe se tut aussitôt. Il ne reçut que des regards chargés d'interrogations auxquels il répondit par un simple sourire. C'était marrant. Et maintenant, on fait quoi? Lança-t-il d'un ton amusé. Didrion prit l'initiative de diviser le groupe pour un exercice de coopération. Leur objectif, réunir un maximum d'informations en un temps limité. Leur mission? Trouver et rapporter une fleur rare, la sphère étoilée. Elle ne poussait qu'à haute altitude, mais la véritable difficulté résidait ailleurs. Il leur fallait réunir un spécimen mâle et une femelle, situés à deux extrémités opposées de la planète. La fleur changeait de couleur selon le climat et la région où elle s'épanouissait. Le seul indice donné par le capitaine, suivre les champs de pollinisation. De surcroît, le cycle de rotation de la planète n'était que de 36 heures, et le Soleil se trouvait déjà à son zénith. Les groupes furent constitués ainsi. Chenel avec Sudok, Sora avec Tarwin. Quant à Dorga, il fut dispensé de mission, une mise à l'écart qui ne lui déplut pas vraiment. Ce qui devait n'être qu'un exercice ordinaire se transforma bien vite en compétition. Les deux binômes se préparèrent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Chenel, malgré sa grande assurance, avait négligé un détail crucial que ses deux rivaux, eux, n'avaient pas oublié. Ils étaient élémentaires. Dès le signal de départ donné par Didrion, le Tyrien et le Clove s'élancèrent dans les airs, laissant derrière eux un craquement strident dû à leur vitesse fulgurante. La Vistis créa aussitôt une plateforme translucide et invita le Savaran à la rejoindre, mais lui aussi avait la capacité de l'éviter. Il la suivit à bonne distance, car elle avait, elle aussi, décidé de partir en trombe. Sora et Tarwin se moquaient encore du visage tendu de la jeune femme au moment du départ. En riant, ils virevoltaient entre les courants ascendants, piquant vers le sol pour mieux remonter dans les hauteurs. Le Tyrien ne savait pas exactement où chercher, mais il connaissait le cycle de reproduction de cette plante. Incapable de se déplacer, elle avait évolué pour pousser dans les cols montagneux les plus élevés, étendant ainsi sa zone de pollinisation. Il mit donc le cap vers un sommet rocheux. Pendant ce temps, Dorga comprenait les véritables raisons de son retrait. Le commandant voulait lui parler, en tête à tête. « Alors, j'aimerais connaître les véritables raisons de ma présence ici », demanda-t-il. Le sourire de Didrion faisait miroiter sa peau de diamant dans des reflets inhabituels. « Tu n'es pas aussi facile à duper », répondit-il. Il prit une pause, son regard se perdant à l'horizon, comme emporté par ses souvenirs. « Qui est-il? De qui parlez-vous » demanda Dorga. « Tu le sais très bien, le Conseil suprême des Cloves a effacé toutes ces données. Ils ne font jamais cela à la légère. Même toi, dont une partie des archives est masquée, nous savons encore où tu as étudié, ton niveau, tes compétences. Mais pour Tarwin, rien. Je ne t'obligerai pas à me révéler quoi que ce soit, mais j'aimerais en savoir plus sur lui. Si vous connaissez mon peuple, vous savez que je ne peux rien révéler. »« Sous peine de mort, » répondit Dorga sans détour. « Tu ne seras condamné que si je révèle ce que tu me dis. Ici, il n'y a personne, et je ne dirai rien. Je veux seulement mieux vous comprendre, pour mieux vous former. » Dorga se mit à faire les 100 pas. Il doutait. Son regard trahissait le tumulte intérieur. Vous savez, le fait qu'il soit né élémentaris n'a fait que le desservir. Et pourtant, il est brillant. Le commandant écoutait attentivement, suivant les allées et venues du Clove. « Tu dis qu'il est brillant. Penses-tu qu'il l'est plus que son grand-père » Dorga interrompit aussitôt sa marche. Il fut surpris par la question. C'était la première fois qu'on lui demandait son avis sans qu'il se sente jugé. Sincèrement, je pense qu'il est bien plus talentueux que Corluc. Il n'a jamais étudié dans un centre de Claves. Aucun tuteur ne l'a guidé dans son apprentissage. Et pourtant, je n'aimerais pas l'avoir pour adversaire. Le commandant percevait une certaine crainte dans la voix de son interlocuteur. « De quoi as-tu peur » Dorga sourit, puis reprit lentement sa marche. « Si je ne me trompe pas, tu es le fils de Défliron, lui-même fils de Slor, le frère de Corluc. » Le Clove n'en croyait pas ses oreilles. « Comment connaissez-vous aussi bien mon peuple? Et surtout, ma lignée ?»
Je connaissais bien Corluc. Entre autres choses. Qu'est-ce qui te fait peur chez ton cousin? Le mot le heurta. Il n'avait jamais envisagé Tarwin ainsi. On lui avait toujours appris que ce garçon n'était qu'une erreur. Vous savez, Tarwin a été jeté hors des cités de Claves à cause de ce qu'il était. Il a vécu en exil. Sa mère a construit une maison pour lui à l'extérieur, mais le Conseil suprême voulait que la nature de Claves le détruise. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Il a su l'apprivoiser. À tel point qu'elle est devenue l'ennemi principal des Cloves sur leur propre monde. Didrion plissa les yeux, dubitatif. Comment a-t-il fait? La nature de Claves a toujours été bien trop sauvage pour être domptée. Il utilise son énergie, mais au lieu de la matérialiser en éléments, il s'en sert pour communiquer. Le commandant resta bouche bée. Ce mode d'utilisation de l'énergie était bien connu. Seuls les sages l'employaient pour restaurer des écosystèmes ou ranimer des biosphères entières. Cela nécessitait des années de discipline. Il se souvint des paroles de Corluc, qui lui répétait sans cesse « Notre peuple est la deuxième plus grande nation de Claves, parce que nous avons tenté de dominer plutôt que de comprendre. Être en symbiose avec son environnement est la seule voie vers une évolution mutuelle. Mais aucun être, jamais, n'avait su décrypter la complexité de cette nature. Alors pourquoi l'avoir envoyé faire son service militaire, s'il est si précieux pour Claves ?» demanda Didrion. « Je ne suis pas censé vous le dire. Et si Tarwin l'apprend, il sera furieux. Le Conseil suprême l'a envoyé ici pour pouvoir négocier avec la nature de Claves. Sans son accord, leur objectif, reprendre le contrôle de la biosphère. Ils sont persuadés qu'ils peuvent y parvenir, déclara le Clove, grave. Plus loin, sur les hauteurs rocheuses de la planète, le Tyrien et le Clove s'étaient posés au sol à la recherche de la fameuse fleur. « Pourquoi as-tu dit que les Tyriens étaient des menteurs ?» demanda Sora en marchant derrière lui. Le jeune Clove scrutait les alentours tout en gravissant la pente escarpée. « À cause du traité de Volgue, répondit-il sans s'interrompre. Ce nom ne lui était pas inconnu. Ce traité fut le premier accord de paix signé après la guerre. Les Tyriens y avaient subtilisé des artefacts et des données appartenant au diktat de la lumière, sans en informer la République universelle. Ils espéraient ainsi prendre une avance technologique sur leurs anciens ennemis. Les Cloves, eux, avaient dénoncé cet acte devant le Conseil universel. « Nos peuples sont en guerre depuis bien trop longtemps », ajouta Tarwin. Puis il reprit, son regard perdu dans le ciel. « T'imagines, si nous n'avions pas été adversaires, nos deux peuples auraient pu changer la face de l'univers. On aurait pu créer des mondes, des galaxies florissantes. Mais à la place, on n'a fait que les détruire. » Sora laissa échapper un rire discret. « Qu'y a-t-il de drôle ?» demanda Tarwin intrigué. « C'est la première fois que je rencontre un Clove pacifiste, » répondit le Tyrien avec une bienveillance inattendue. Tarwin s'agenouilla au sol et écarta quelques cailloux à la recherche d'un sol plus meuble. Il déploya son énergie. D'abord concentrée autour de lui, elle restaura les minéraux, les racines enfouies et même de petits insectes qu'il ne voyait pas. Il étendit lentement son champ d'action sur plusieurs dizaines de mètres, puis chercha à pénétrer les couches plus profondes du sol. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Sora. Mais Tarwin ne répondit pas. Intrigué, Sora s'approcha, s'accroupit à ses côtés et l'observa attentivement. Soudain, il sentit un flux d'énergie parcourir le sol, vibrer sous ses pieds, s'étendre dans toutes les directions. Par réflexe, il se redressa, prêt à se défendre, mais se retint. L'énergie n'avait rien d'hostile. Bien au contraire, elle émettait une douceur profonde, une bienveillance pure qu'il n'avait jamais ressentie. Il se laissa peu à peu envahir par cette chaleur réconfortante. « Tarwin, tu ressens cette énergie? Tais-toi !» Ces mots ne sortirent pas de sa bouche, mais résonnèrent dans l'esprit de Sora. Il tourna la tête dans tous les sens, cherchant la source de cette voix. En vain. « Calme-toi, Sora », ajouta la voix. Cette fois, il la reconnut clairement. C'était celle de Tarwin. Il n'en croyait pas ses oreilles. Sans même s'en rendre compte, il avait permis à un Clove d'entrer en symbiose avec lui, et pire encore, sans éprouver la moindre méfiance. Alors que le flux énergétique captait la présence de plusieurs insectes, la symbiose symphonique débuta. « Je cherche des sphères étoilées », pensa Tarwin, tout en projetant mentalement l'image de la fleur. Il reçut plusieurs réponses simultanées. « Qui es-tu ? Où êtes-vous ? Je ne vous connais pas.
Ne me dérangez pas. Je ne sais pas où en trouver. Puis enfin, une réponse claire et attendue. Il faut monter plus haut pour les trouver. Ne me dérangez plus. Le jeune homme dissipa lentement le flux d'énergie, se redressa et leva les yeux vers les sommets montagneux. Il prit la direction indiquée, à pied. Sora sentit lui aussi le flux se retirer de son corps, avec une délicatesse presque inhumaine. L'expérience le laissa sans voix. Il avait tant de questions, mais ne savait par laquelle commencer. « Comment était-il » demanda-t-il finalement. « Qui donc » répondit Tarwin. « Ton grand-père. »« Je ne sais pas. Je ne l'ai pas connu. Tout ce que je sais, c'est ce qu'on m'a raconté, » répondit le Clove. « Pourtant, Corluc est mort quelques années seulement après la fin de la guerre. »« Peut-être. Mais moi je n'ai aucun souvenir de lui, à part son arme. » Sora tourna les yeux vers la fameuse épée, ce que Tarwin ne manqua pas de remarquer. « Tu veux la voir » proposa-t-il. Le Tyrien n'hésita pas un instant. Tarwin dégaina l'arme de son fourreau, plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, donnant à son geste une aura presque magique. La lame noire, qui n'émettait aucun reflet, dégageait une étrange froideur. Il lui tendit le manche. Sora s'en empara aussitôt. « Fais attention. Tout ce que cette lame coupe ne peut être guéri. Même avec ton énergie, tu ne pourrais rien y faire. Les personnes qui étaient capables d'utiliser de l'énergie pouvaient soigner les blessures qu'ils recevaient grâce à leur lien énergétique. Mais cette arme infligeait des blessures irréversibles. « Alors la légende est vraie, » murmura Sora. Il tenta de soulever la lame, mais son poids le déséquilibra. Soudain, elle s'allégea d'un coup, le faisant basculer en arrière. Puis aussi subitement, elle redevint aussi lourde qu'avant. « Comment fais-tu pour la manier » demanda-t-il impressionné. Tarwin reprit l'arme des mains du Tyrien, la fit tournoyer avec aisance, puis la rengaina d'un geste vif. Elle n'obéit qu'à très peu de monde. Seul mon grand-père et moi sommes capables de la maîtriser. Les deux soldats reprirent leur ascension et finirent par trouver des centaines de fleurs. Elles dégageaient une harmonie lumineuse presque envoûtante. Leurs bulbes, semblables à une sphère de cristal, enfermaient des pistils lumineux qui pulsaient lentement. Ils repartirent vers le point de rendez-vous en volant. À leur arrivée, ils découvrirent que le Savarin et la Vistis avaient déjà accompli leur mission et en récolté plusieurs. Le regard triomphant de la jeune femme ne se fit pas attendre. « Vous n'en avez trouvé qu'une » dit-elle avec un sourire moqueur. Puis en croisant les bras, « Nous, on en a trouvé plusieurs, et en moins de temps que vous. On a donc gagné. » Chapitre 8. La planète disparue. Le commandant d'Hydrion avait soumis son équipe à plusieurs épreuves en solitaire afin d'évaluer leur capacité à réagir à diverses situations. Mais il le sentait. L'atmosphère demeurait tendue. Chacun voulait prouver qu'il était le plus compétent, le plus fort, le plus légitime. S'il réussissait brillamment les tests individuels, tout s'effondrait dès qu'il s'agissait de travailler ensemble. L'esprit d'équipe n'existait tout simplement pas. Agacé, d'Hydrion mit fin aux exercices et les fit sortir de la salle d'entraînement. Il savait qu'il devait trouver un moyen de les souder, de les rassembler sous une seule bannière. Parmi eux, un seul soldat se distinguait par un tempérament de meneur. Même si les épreuves n'étaient que des simulations, il devait maintenant les confronter à une situation réelle. « Bien », lança-t-il d'un ton ferme, « je vais vous envoyer en mission, ensemble. Si vous échouez, vous ne pourrez pas intégrer l'élite galactique. » Le silence fut immédiat. « Vous devrez mettre vos égos de côté et suivre les ordres. Sans discussion. » Certains semblèrent en vouloir protester, mais d'un regard, ils coupa court à toute tentative. « La mission est simple. Vous entrez dans une pièce par une porte et vous ressortez par celle située à l'autre bout. C'est tout. Je veux vous voir agir en tant qu'unité soudée. » Il marqua une pause, puis désigna d'un geste sec le soldat en question. « Le chef de mission sera Sudok. » Des regards d'incompréhension fusèrent dans la pièce, mais le visage impassible du commandant étouffa toute contestation. Sans un mot de plus, il s'approcha d'une lourde porte métallique. Il pianota sur les touches de son bracelet pour configurer la destination. « Je ne viens pas avec vous. Je vous attendrai à la sortie. Vous avez 6 jours pour réussir. Pas un de plus. »
Ces paroles provoquèrent des froncements de sourcils, mais personne n'osa répondre. La porte s'ouvrit dans un léger sifflement. Didrion annonça officiellement le début de la mission. L'équipe entra dans une pièce blanche, aveuglante, vide de tout repère. Puis la porte se ferma derrière eux, dans un bruit sourd. Didrion soupira longuement. Il ne savait plus comment les faire évoluer. Il baissa les yeux vers son bracelet pour vérifier les coordonnées et se figea. Un détail l'intrigua. La planète sur laquelle il venait d'envoyer ses recrues ne figurait dans aucune base de données. « Impossible !» murmura-t-il. Il agrandit l'affichage holographique. Iridon. Son sang se glaça. C'était Iridon, la planète disparue. Une Terre que l'on croyait détruite depuis le début de la Grande Guerre universelle. Comment avait-elle pu réapparaître dans le système? Il tenta aussitôt d'ouvrir la porte. Verrouillée, il lança d'autres manœuvres de sécurité, ordonna une extraction d'urgence. Rien ne fonctionnait. Son équipe était désormais prisonnière d'un monde effacé des mémoires et il ne pouvait plus rien faire pour les en sortir. Au moment où la porte se referma derrière eux, Sudok tenta instinctivement de se précipiter vers la sortie, située à quelques mètres. Mais la pièce se transforma aussitôt. Le décor s'effaça, les murs se dissolvèrent, et ils se retrouvèrent projetés dans un tout autre lieu. Un monde vierge. La végétation les encerclait de toutes parts. Aucune structure, aucun repère familier. Juste quelques chants d'oiseaux lointains, presque irréels. Tout semblait figé dans une tranquillité inquiétante. « Bon, on va devoir trouver la sortie au plus vite », déclara Sudok, la voix ferme. « On se sépare, mais on reste en contact. Remettez vos casques. » Mais il remarqua rapidement que Tarwin ne bougeait pas. Le jeune Clove levait les yeux vers le ciel, l'air absorbé, comme s'il cherchait une réponse dans les astres. « Tarwin, tu m'as entendu ? Regardez le ciel !» répondit simplement ce dernier. Tous levèrent la tête, un peu à contre-cœur. Et là, leurs souffles se coupèrent. Dans le ciel d'un bleu pâle se dessinaient 3 lunes parfaitement visibles, accompagnées des vestiges d'une 4e, déchirée. Ces fragments flottaient en orbite, épars, comme suspendus dans un équilibre mortel. L'image leur parut familière. Trop familière. Car ils la connaissaient tous. Cette scène avait été immortalisée dans un cliché diffusé dans toute la galaxie, juste avant que ce monde ne disparaisse. Iridon, la première planète détruite par le diktat de la lumière, durant la guerre. « Pourquoi nous a-t-il envoyés ici ?» lança Chenel, stupéfaite. « Nous devons partir immédiatement », ajouta Dorga avec urgence. Pendant que le reste du groupe s'agitait pour trouver une issue, Tarwin, lui, sautillait sur place, visiblement absorbé par autre chose. Il ramassa une poignée de terre friable et la laissa s'échapper entre ses doigts, observant sa chute. Puis il cueillit quelques brins d'herbe qu'il porta à sa bouche, fit s'entrechoquer 2 pierres, en lança une autre vers le ciel, qui disparut soudainement dans l'atmosphère. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» s'exclama la Vistis interloquée. Il ne répondit pas. Au contraire, il poursuivit ses expérimentations comme si rien ni personne n'existait autour de lui. « Tu es devenu fou !» hurla Chenel. « Non !» répondit calmement Tarwin. « Je voulais savoir s'il s'agissait d'un hologramme ou non. »« Et alors ?» demanda Sora, plus curieux qu'agressif. « Il y a une différence de gravité par rapport au centre galactique. Sur Vilsar, elle était identique à celle du centre, alors qu'en réalité, elle ne l'était pas. Ici, la gravité est plus forte, plus naturelle. De plus, le son n'est soumis à aucune restriction et ma pierre a véritablement quitté l'atmosphère. Donc, selon moi, nous sommes bien sur un monde réel. »« C'est impossible !» objecta le Savaran. « Nous n'avons pas pu quitter le centre galactique comme ça. Il est impossible de se téléporter sur une aussi grande distance. » Un hurlement lointain retentit dans la jungle. Un cri sauvage, profond, d'une intensité telle qu'il leur glaça le sang. Tarwin se redressa immédiatement, prêt à décoller. « Où tu vas ?» demanda Dorga en se plaçant devant lui. « Voir ce que c'est. »« Tu ne vas nulle part, » dit Dorga d'un ton sec. Un sourire étrange étira les lèvres de Tarwin. Un sourire froid, presque inquiétant. « Tu n'as aucun ordre à me donner, Dorga, » répondit-il calmement. Puis, d'un ton plus sombre, ses traits durcis par une étrange lueur. « Si tu restes devant moi, je n'aurai aucune compassion. » Sans prévenir, il projeta une boule de feu en direction de la plateforme translucide sur laquelle se tenait Dorga. Celle-ci céda sous l'impact,
et le soldat tomba lourdement au sol. Tarwin disparut aussitôt dans les airs, sans que personne n'ose l'arrêter. Le groupe resta pétrifié. « Trouvez une sortie, je me charge d'aller le chercher », lança Sora en prenant son envol à son tour. « Bon, c'était quoi ça ?» demanda Sudok, les yeux encore rivés vers le ciel. « Tarwin ne m'aime pas », répondit Dorga, en se redressant péniblement. « En vérité, je crois qu'il a plus d'estime pour vous tous que pour son propre peuple. » La remarque fit naître un sourire discret sur le visage de la jeune Vistis. Tarwin survolait une forêt si dense qu'il lui était impossible d'apercevoir le sol. Les frondaisons s'entremêlaient comme une mer de feuillage, impénétrable. N'ayant d'autre choix, il se posa sur une clairière improvisée entre deux troncs noueux. Il resta un instant immobile, attentif au moindre bruit. Rien, pas un mouvement. Seuls quelques insectes crépitaient dans les fougères épaisses. Il se glissa entre les arbres, avançant avec prudence. Soudain, un bruit retentit dans son dos. D'un geste instinctif, il dégaina son arme, effectua une rotation fluide et arrêta sa lame à quelques centimètres seulement de la gorge de Sora, qui n'avait pas vu le coup venir. « Tu fais quoi ?» souffla le Tyrien figé. « Je croyais que tu étais la bête », répondit Tarwin à voix basse, sans baisser sa garde. Un cri guttural résonna à nouveau dans la forêt. Plus proche, cette fois, il s'était même rapproché. Des bruits de course s'approchèrent dans les feuillages. Deux silhouettes bondirent hors des buissons. Des tripolons, des félins bipèdes vêtus d'armures légères. Ils s'arrêtèrent net en apercevant les deux compagnons, surpris autant qu'eux. Tarwin rengaina son arme lentement, avançant prudemment vers eux, suivi de près par Sora. Les deux soldats tripolons les observaient, l'œil méfiant. « Vous devez quitter la zone immédiatement !» lança l'un d'eux d'un ton sec. « Une bête rôde dans les parages !» Mais à ce moment précis, Tarwin se mit à faire des gestes étranges, balançant son torse de gauche à droite devant eux, comme s'il tentait de détecter quelque chose. « Il est idiot ou quoi ?» gronda le deuxième soldat. « On vous dit de partir !» Le Clove esquissa un sourire, puis jeta un regard complice à son coéquipier. « Ils sont réels ! J'avais raison !» s'exclama-t-il. « On est bien sur un vrai monde. » Et sans prévenir, il se dirigea d'un pas rapide vers la source supposée du cri. « Tarwin, non, ne fais pas ça !» s'écria Sora, tentant de garder sa voix basse. Mais le jeune Clove avait déjà disparu entre les arbres, bien trop vite pour qu'il l'arrête. Tarwin courut sur plusieurs centaines de mètres à travers la végétation, bondissant au-dessus des racines, glissant entre les lianes. Il atteignit une zone où tout semblait figé. Plus un bruit, plus un oiseau, plus un souffle de vent. Rien. Même les insectes avaient fui. Un silence de mort. Il tourna sur lui-même, scrutant les alentours. Rien ne bougeait. Frustré par l'absence d'indices, il activa son bracelet et tenta de lancer un balayage radar. L'interface s'afficha devant lui, mais un grognement sourd le figea, suivi de pas lourds, très lourds, juste derrière lui. Il sentit alors un souffle chaud sur sa nuque. L'air vibrait. Quelque chose se tenait là, tout près. Il serra les poings. La bête l'avait trouvé,